Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Et tout d'abord, on ouvre les portes de notre humble petit vestiaire à notre ami de toujours, à Renaud Lavoie. Rumeurs, transactions, nouvelles, des échos de vestiaire. Il est un des meilleurs informateurs de la LNH. C'est le temps de faire le point avec Renaud Lavoie. Le best de la profession, Renaud Lavoie, à qui on dit un beau bonjour. Il y a M. Gary Bettman dans le Sports Business Journal à CSNBC qui dit que l'évaluation des équipes de la Ligue nationale de hockey est encore sous-évaluée en bas du marché. Pourtant, faut pas se surprendre, Toronto est en haut de la liste avec une valeur de plus de 4 milliards de dollars. La valeur moyenne des équipes, comparativement à 2025, est à 2,2 milliards. C'est une augmentation de 15 %. De quoi il se plaint, M. Bettman, Renaud? Bien, c'est parce que lui, ce qu'il dit, c'est quand même intéressant. Il dit la chose suivante, c'est que si, admettons, on vendait les Maple Leafs de Toronto, probablement que ça vaudrait plus que 4 milliards de dollars. Et ce n'est pas faux non plus de penser de cette façon-là. C'est que l'évaluation des franchises dans la Ligue nationale de hockey a toujours été basse. Elle n'arrête pas d'augmenter, par contre. C'est une hausse de 100 % dans les 3 dernières années. Imaginez. Wow. C'est immense. Là. Ça, c'est digne des meilleurs stocks à la bourse. C'est NVIDIA ou... peu importe là, présentement. Donc, ce sont des montants astronomiques. Et dans l'entrevue aussi qu'il a donnée à CNBC, il a dit la chose suivante, c'est l'expansion. Si ça arrive, ça sera une équipe, n'importe qui peut se présenter, mais c'est un minimum de 2 milliards de dollars. Et rappelle-toi que les Golden Knights de Vegas, eux, ont payé 500 millions. Peux-tu croire? Incroyable. Et c'est totalement incroyable. On remarque aussi dans le document de CNBC que les sénateurs d'Ottawa ont une hausse de 22 %, mais on est encore dans le bas du peloton de la Ligue nationale. Ce qui est surprenant, c'est de voir les Hurricanes de la Caroline, une hausse de 50 %. C'est l'organisation qui a vu sa franchise monter le plus. Puis, autre point que je dirais même extrêmement intéressant pour nous, parce que visiblement, là, les chiffres qui ont été donnés à CNBC ne viennent pas de n'importe où, viennent de la Ligue nationale de hockey parce qu'on a des données là, qui sont carrément, je ne peux pas utiliser le terme secrète, des données secrètes, mais on n'est pas loin de ça. Là. On révèle dans cet article-là la valeur du prochain contrat de RDS et de TSN avec les Canadiens de Montréal. On parle de 70 millions US. Donc, écoute, pour 45 matchs, ça fait une moyenne de près de... Ça fait 2 millions par année, ça, là. Ça, c'est par année, là. On s'entend, là. Oui, mais attends, là. 2 millions de dollars par match Ouais. qui est donné. Je m'excuse, les Canadiens sont de loin devant dans la Ligue nationale. Là. Ouais. On pense que les Maple Leafs pourraient les rattraper, mais les Canadiens sont loin devant toutes les organisations de la Ligue nationale avec une valeur, là, on va le mettre entre 1,7 et 2 millions par match. C'est énormément d'argent. Il n'y a pas grand propriétaire qui doivent se plaindre en ce moment. Puis tu reviens justement sur la valeur des sénateurs d'Ottawa. Même si l'équipe fait encore partie du bas de l'échelle, M. Andlauer doit être quand même très content parce que disons qu'il est arrivé dans la danse au bon moment. Oui, mais ça reste que pour Michael Andlauer, je ne pense pas qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui regarde ça et qui se met à danser. Là. Pas du tout. Il y a d'autres défis là, qui attendent les sénateurs d'Ottawa. Là. Puis un des défis les plus importants, c'est de trouver, évidemment, une entente, d'avoir une entente avec les différents paliers de gouvernement pour la construction du nouvel amphithéâtre. Et écoute, moi, je suis un peu attristé là, qu'on est rendu maintenant à la fin du mois de novembre. On arrive au mois de décembre bientôt. On ne semble pas avoir une entente ou des semblants d'entente. C'est que moins il y a d'entente, plus ça prend du temps à la construction de ce building-là. Puis, il faut décontaminiser en plus le terrain. Écoute, c'est pas compliqué. Là. Il va falloir que les choses s'accélèrent dans ce dossier-là. Oui, moi, disons que je ne suis nullement étonné par la lenteur du dossier
Parce qu'il is what it is ici. Hein? On aime ça, la bureaucratie, puis ça avance à pas de tortue pour certains des dossiers, la majorité. Même M. Edler, c'était plein à un moment donné. Mais on en parlera un autre tantôt. Je regardais le match hier à Los Angeles, puis la question m'est passée par la tête. En 2020, New York repêchait premier, les Kings repêchaient deuxième et Ottawa repêchait troisième. Alexis Lafrenière, le premier overall, Quinton Byfield, le deuxième, et Tim Stützle, le troisième. Avec le temps qu'on sait maintenant, 5 ans se sont écoulés. Est-ce que le repêchage, si on a le droit de le refaire, ce repêchage 2020, les équipes choisissent les mêmes personnes selon toi? Je pense, Nicolas, puis on ne se trompera pas en disant ça, que Tim Stützle probablement est le premier choix. Hein? Tu mets Tim Stützle dans l'uniforme des Rangers de New York présentement, là, c'est pas la même équipe, selon moi, qui serait probablement plus dangereuse, sans aucun doute. Maintenant, dans le cas d'Alexis Lafrenière, est-ce qu'il faut lui jeter la pierre? Pas nécessairement. Tu sais, le problème qu'il y a, le vrai problème dans ce dossier-là, c'est que les Rangers de New York se sont retrouvés avec un premier choix à l'encan, mais en même temps, la reconstruction terminait. Là, je veux dire, Panarin venait de rejoindre l'équipe. Et on avait de très, très bons joueurs. Tu le mets où, ce kid-là? Là? Puis on le met sur un troisième trio, on le met sur la deuxième unité de l'avantage numérique. Est-ce qu'on aurait fait la même chose avec Tim Stützle? Quel aurait été le début de carrière de Tim Stützle, au lieu, évidemment, de toutes les chances qu'il a eues avec les Sénateurs d'Ottawa? Je suis convaincu qu'Alexis Lafrenière regarde ça, puis il doit se dire des fois, tabarouette, j'aurais aimé ça que ce soit les Sénateurs qui me repêchent. J'aurais joué pas mal plus dans mes débuts dans la Ligue nationale. Maintenant, aujourd'hui, il y a pas mal moins de joueurs chez les Rangers de New York de talent, puis c'était à Alexis, évidemment, d'amener son jeu à un autre niveau. Alors, il faut faire attention avec le jeu des comparaisons. Je vais le répéter, est-ce que Tim Stützle aurait eu la même qualité de temps de glace avec les Rangers qu'avec les Sénateurs? La réponse à cette question, elle est très facile, c'est non. Ouais. Puis à partir de ce moment-là, qu'est-ce que ça fait sur ton développement? C'est ça la question. Maintenant, de ce qui se passe du côté de Vancouver. Ça ne semble pas être une bonne nouvelle pour les fans et pour le marché, mais M. Rutherford et la direction a dit que nous sommes ouverts pour faire de la business. Le seul joueur qui ne serait pas sur le marché en ce moment, c'est M. Hughes. Dans l'ensemble, je vais avoir ta réaction sur cette vente de feu qui s'annonce. M. Rutherford qui est toujours proactif à ce niveau-là. Est-ce que des... On va te laisser commenter parce que te voir hocher la tête me dit que tu es découragé. Ben, c'est décourageant, c'est pathétique. Cette organisation-là, je ne sais pas dans quelle direction on s'en va. Là. Puis on peut comprendre Rick Tocchet, là, qui est maintenant l'entraîneur-chef des Flyers, des avoir regardés en disant moi c'est fini, là, je dois quitter absolument cette franchise pour m'en aller ailleurs. Pas comme si les Flyers de Philadelphie étaient une équipe qui allait remporter la Coupe Stanley cette année, bien au contraire. Mais au moins, il y a de l'avenir à Philadelphie. C'est quoi l'avenir des Canucks de Vancouver? On est en train, petit morceau par petit morceau, de défaire cette franchise-là. On a vécu des bons moments il y a 2 ans, mais tout le monde jouait au-dessus de sa tête. On n'a pas été capable de bâtir autour de ça. Les gardiens de but sont toujours blessés. C'est vraiment compliqué comme organisation, Nicolas. Il n'y a pas une autre façon de le dire. Mais en même temps, tout est une question de leadership. Et moi, je questionne sérieusement le leadership de cette franchise, en commençant par le propriétaire, puis on va descendre jusqu'où tu vas aller descendre. Il y a des décisions qui se prennent qui sont étranges. Le marasme dans lequel cette équipe-là vit présentement ne changera pas. Et écoute, j'ai comme un feeling qu'on est en train d'assister à la version des Sabres 2.0. Là, tu vas me dire, il reste encore beaucoup, beaucoup de temps là, avant qu'on atteigne le niveau des Sabres. Là, c'est quoi, 13, 14 saisons sans faire les séries éliminatoires. Mais à quelque part, sais-tu quoi? Si tu me posais la question aujourd'hui, là, brûle pour point, quelle équipe pourrait un jour passer là, 10 ans sans faire les séries? L'équipe numéro 1 que je mets sur ma liste, sans aucun doute, les Canucks de Vancouver. Wow, ben avec ces paroles-là, il n'y a rien pour convaincre Hughes qu'on va vouloir garder. Ben avec les intentions qu'on semble vouloir dire, c'est que Hughes est un joueur important, nanana. Il reste à peu près 1 an et demi avant la fin, justement, de ce contrat-là. Lui, il veut aller jouer avec ses frérots, avec le New Jersey. Est-ce qu'on est en train de lui forcer la main, tout simplement? On dit oui, on veut le garder, mais on n'en fera pas trop pour le convaincre de rester ici?
Ouais, je pense qu'on s'est fait à l'idée d'une manière ou d'une autre. Puis je pense que ça fait partie de l'équation présentement, tout ça, de voir une équipe qui s'en va de nulle part. Maintenant, il va falloir que les Devils du New Jersey soient quand même généreux avec le retour. Et c'est là qu'il va y avoir une grosse job à faire du côté des Canucks. C'est sûr qu'on a le beau jeu du côté des Devils. On va dire, attends, là, on ne se videra pas et on ne se déshabillera pas. Là. Ce gars-là, dans 1 an et demi, comme tu l'as mentionné, joueur autonome sans compensation. Inquiète-toi pas, on va aller le chercher à ce moment-là. Peut-être que c'est une chose à considérer sans aucun doute, mais ça reste que j'ai le feeling qu'il y a beaucoup de bruit autour de cette franchise-là. Ça commence avec ce genre d'informations dont tu parles. Puis ça fait en sorte que tant et aussi longtemps que tu vois Jim Rutherford parler lui-même ouvertement dans un point de presse à la fin de la dernière saison, c'est lui-même qui amène le sujet que Quinn voudrait peut-être partir. Écoute, là, tu es en train de te trouver des excuses, là. Puis la seule chose que tu peux répondre aux membres des médias, puis c'est un message au reste de ton équipe, c'est Quinn Hughes ne s'en va nulle part. Puis à partir que tu pars avec cette idée-là, ben, au moins, ça calme le jeu. Mais non, là, ça fait en sorte que depuis ce temps-là, les choses ne vont pas très, très bien dans cette organisation. Sur la glace, hier, il y avait un résultat intéressant du fait que c'est l'équipe qui va affronter les Sénateurs demain, les Golden Knights de Vegas, qui ont subi une grosse défaite de 5-1 face à Utah. Soirée Logan Cooley, où il a marqué 5 points, rien de moins, dont 4 buts. Parle-moi un de l'organisation de Utah qui semble progresser. Logan Cooley, belle soirée. Mais de l'autre côté, si je te demandais de décrire la saison des Golden Knights de Vegas en ce moment, tu utiliserais quel qualificatif? Ben, je ne veux pas utiliser le terme pathétique parce que c'est peut-être un peu fort, hein, soyons honnêtes, mais c'est inquiétant. Tiens. Est-ce qu'on peut dire ça? Parce que je regarde la façon dont l'équipe joue. On joue de façon molle alors qu'on a commencé la saison sur les chapeaux de roue. Il y a des blessés, comme tu le sais. Hein? D'ailleurs, tu as un de tes bobbleheads là, devant toi là, qui fait partie de la liste des blessés. Ouais. Donc, tu regardes Mark Stone, tu regardes tout ça, puis tu te dis, OK, l'impact sur Jack Eichel semble plus grand qu'on pensait. Moi, je pensais que Jack Eichel allait être un sérieux candidat pour le joueur par excellence dans la Ligue nationale de hockey. Je peux te dire que j'ai retiré mes billes à ce sujet-là la semaine passée. Alors, Mark Stone, son absence fait extrêmement mal. Il y a un problème devant le filet aussi avec les blessures. C'est décevant. Puis de l'autre côté, bien, tu as la formation de Utah qui est en montée présentement, là, qui est dangereuse avec André Tourigny. Donc, est-ce que je suis surpris du résultat d'hier? Pas nécessairement, mais je suis surtout surpris de la facilité pour la formation de Utah. Terminons avec ce petit voyage de 3 matchs dans l'Ouest pour le Canadien qui débute avec un arrêt contre Utah, Vegas et Colorado avant d'affronter les Sénateurs à Montréal le 2 décembre prochain. C'est un bon test pour Montréal? Oui, c'est un gros test. Puis aujourd'hui, à la pratique, là, je vais terminer là-dessus, Nicolas. Aujourd'hui, à la pratique, là, je peux te dire une chose, le coach, là, ça, il ne tentait pas de niaiser. Puis, quand tu as la plus jeune équipe dans la Ligue nationale, c'est quoi le gros défi? C'est la constance. Comment tu fais pour aller chercher la constance? OK? Puis si tu penses aller chercher la constance en voyant des erreurs lors des entraînements puis des laisser aller, c'est impossible. Alors, leur message à la fin de l'entraînement était le message du coach. Écoutez-moi bien, là. On est mieux de continuer de peser sur l'accélérateur et de travailler. Là-dessus, Nicolas, il faut que je te laisse, puisque c'est au tour de TVA Sport maintenant. Je te laisse, mon ami. Bon séjour et je te reparle dès jeudi. Salut, mon ami. Salut. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.